Bonjour Jean-Luc Bourlanges. Bonjour. Vous êtes député apparenté MoDem, député des Hauts-de-Seine. Vous êtes un membre, j'allais dire, à géométrie variable de la majorité. En tout cas, vous regardez souvent... Non, je suis un membre fidèle, mais libre. Et donc parfois critique. Est-ce que vous avez été convaincu par les mesures anti-gilets jaunes qui ont été dévoilées hier par le Premier ministre et commentées par le Président de la République? Écoutez, je crois qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Ces mesures ne me paraissent pas mauvaises. Cela dit, c'est vrai que nous avons affaire à autre chose. Nous avons affaire, à travers les Gilets jaunes, à un mouvement d'hostilité profonde que ce genre de mesures ne peut pas, en tant que tel, désarmer. La vraie question est de savoir si on doit céder ou pas à cette explosion que personnellement, je considère comme irrationnelle. Et donc on ne doit pas céder? Non, 70% des Français disent qu'on doit céder. On ne doit pas céder, et d'ailleurs je pense que si on cédait, 70% des Français reprocheraient au gouvernement d'avoir cédé. Et donc, on est dans une espèce de cycle infernal? Non, il faut être non, justement, ces mesures... Si c'est négatif dans les deux options... Les Français sont au bord de la crise de nerfs, pour des raisons très profondes, qui n'ont que très peu à voir avec l'action de tel ou tel gouvernement. Il y a une inquiétude très profonde dans le pays sur son avenir, sur l'avenir de l'homme. Ce sont des choses... Les facteurs religieux sont très importants actuellement. Oui. Les gens sont perdus, croient de moins en moins en Dieu. Il y a eu des très beaux échanges de Régis Debray et de Rémi Braque dans le Figaro magazine il y a quelque temps qui étaient très justes. Donc, les Français sont perdus, ça n'a rien à voir ou très peu avec les gouvernements. Et donc, ça veut dire quoi? C'est une situation ça a à voir, et de ce point de vue-là, l'une des formules de Emmanuel Macron hier sur le fait qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec les dirigeants, c'est important. Moi, je considère qu'effectivement, l'arrivée de Macron a sonné le glas, même le glas, l'enterrement carrément, d'un ancien système politique, mais qui n'a pas été remplacé. Il n'a pas renouvelé il n'a pas, en tout cas, tenu les promesses ou satisfait ce qu'il a fait naître comme promesse. Oui, mais alors là, est-ce que les promesses étaient de deux types? Moi, quand j'avais été candidat aux législatives, j'avais mis en garde mes électeurs qui étaient d'un optimisme vraiment excessif, en disant il suffit de prendre quelques mesures, de supprimer l'ISF, de faire telle ou telle chose, et ça repartira. Eh bien, je suis convaincu que la France a un effort d'adaptation très long, que c'est une illusion que d'attendre des résultats au bout de quelques mois. C'est pas, on n'appuie pas sur un bouton et on n'obtient pas des résultats. Comment? Ça a été vendu comme tel. C'est sans doute un péché d'optimisme excessif et que Emmanuel Macron paye. Et c'est peut-être ça l'une des raisons de ce qu'il appelle lui-même, de ce qu'il qualifie lui-même comme un échec de la réconciliation des Français et des dirigeants. Et comment on en sort? On en sort avec des résultats. On en sort en continuant à mener une politique rationnelle. Sur le gazole, ne parlons pas simplement de l'essence et de la façon de décarboner la planète, du réchauffement climatique, mais tout le monde voit bien que le gazole est une cause massive de l'augmentation des cancers. Tout le monde voit bien autour de soi, les cancers se multiplient, sont de mieux en mieux soignés, mais ils se multiplient. Là, on a une cause directe. Voyez, les élus franciliens, ils sont pas LR, les élus franciliens, ils sont pas En Marche, ils sont LR, ils sont de gauche. Eh bien, les élus franciliens ont décidé d'interdire les vieilles voitures diesel de très rapidement. Oui. Donc, il y a un vrai besoin. Je ne crois pas qu'on réponde aux attentes des Français en ignorant les vrais besoins du pays. Maintenant, il faut en même temps faire preuve d'humanité et d'écoute, et c'est le sens des mesures proposées par le Premier ministre. Dans tout cela, il y a un mot ou un concept que vous n'utilisez pas, c'est le ras-le-bol fiscal. Ce n'est pas ça aussi, la colère actuelle? Si, moi je crois d'abord qu'il y a trop d'impôts au pluriel. Il y a beaucoup trop d'impôts et il y a des tentations. On voit tel élu fait... Oui. Vos confrères de l'Assemblée, vos collègues disent en permanence on va créer une taxe de ceci, on va absolument. créer une taxe de cela. Bon, là, en l'occurrence, le prélèvement fiscal a baissé entre 2017 et 2018 de 0,6%. Tout compris, on a quand même supprimé la taxe d'habitation, l'essentiel taxe d'habitation. Jean-Luc Bourlanges, il a augmenté dans la première partie de l'année et il a baissé dans
dans la deuxième. Oui, enfin, c'est comme globalement, et il va baisser encore plus l'année prochaine. Je ne dis pas que ce soit suffisant, que ce soit satisfaisant, mais on est dans cette situation-là. En l'occurrence, tous les économistes disent que sur le gazole, sur l'essence, la mesure fiscale de taxation est la meilleure. Il y a une très bonne élasticité entre l'augmentation de l'impôt et la réduction de la consommation. Bon, simplement, cette élasticité, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire qu'au début, on a un mauvais rapport, et au bout d'un an, ensuite, 2 ans, les gens s'adaptent provisoirement. Donc il faut le faire tout de suite pour avoir des résultats demain. Oui, et baisser les impôts ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre. L'État n'a plus d'argent. Terminé, fini. Il reste 80 milliards de dépenses à venir qui vont être du déficit. La France est un des plus mauvais, avec la Roumanie et la Hongrie, en Europe. Il n'y a plus d'argent, même pour payer les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous faites ? Le MoDem a été très longtemps à la pointe du combat contre l'endettement et les dépenses publiques. On continue silence radio. Non, pas silence radio. Non, je vous dis, les prélèvements obligatoires baissent. La dépense publique doit baisser et elle baisse simplement. Elle progresse moins vite. Oui, elle progresse, mais vous avez tout à fait raison. Moi, je mène ce combat. Mais vous voyez à quel point l'opinion française, qui est peut-être contre les déficits en général, et pour les déficits au particulier. Chaque fois qu'on prend une mesure qui a un caractère de réduction des dépenses publiques, on a une immense tollée d'opinion. C'est très difficile. Mais vous avez raison, c'est le point faible de l'action de tous les gouvernements, et c'est ça que Macron n'a pas pris à bras-le-corps, même si on comprend, parce que déjà, il a beaucoup de problèmes d'impopularité, et avec la mesure que nous lui préconisons, nous sommes un peu dans la situation de ce dessin de Sampé, où un garçon dit à l'autre, un petit vieux, là, comme c'est Sampé, la solution est en vous, mon cher Brochant, faites-vous sauter le caisson. C'est un peu le conseil que nous donnons à Emmanuel Macron. Est-ce le bon ? On n'en est pas là. 2 événements majeurs hier en Europe, l'un qui concerne la Grande-Bretagne, l'autre l'Italie. L'Italie, on commence par ça, a dit en gros à la Commission européenne, vos recommandations, on s'en fiche, c'est quasiment un bras d'honneur. L'Italie maintient son budget malgré la mise en garde de la Commission européenne. Fin de l'autorité de Bruxelles ? Non, moi je n'ai jamais cru que les moyens de coercition dont disposait Bruxelles soient très puissants. Sinon, nous aurions été frappés depuis fort longtemps, puisqu'on s'est écarté du bon chemin pendant des années sans avoir de conséquences. Mais là... Je crois que le problème, ça sera les marchés. On verra comment les marchés réagissent. Simplement, rappelons-nous que la politique italienne est démente. Quand on a la situation démographique des Italiens, l'idée de partir à la retraite plus tôt, de remettre en cause la réforme de la retraite, c'est une idée démagogique simple. Sur le fond, Jean-Luc Bourlange, la Commission européenne, aujourd'hui, est un gendarme sans tête ou un soldat désarmé. Mais la Commission européenne, vous avez raison, elle n'a pas les moyens, mais ça a toujours été le cas. Simplement, elle tient des propos qui sont des propos de bon sens. Elle rappelle aux Italiens ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire, parce que tous les experts disent que c'est pas les chiffres donnés par les Italiens sont extrêmement optimistes. En réalité, la réalité du déficit, c'est pas ce qu'ils disent, c'est plutôt au-dessus de 3. Donc ce sont les créanciers qui mettront de l'ordre. Les créanciers, et peut-être d'ailleurs M. Triat, le ministre de l'économie, qui est un homme intelligent, qui manifestement reste là parce que le président Mattarella lui a dit de rester. Et qui n'a pas réussi à imposer et qui a dit oui, on ne change pas, mais il a ajouté, si l'écart des points de base pour la dette italienne devenait supérieur à 400 par rapport à la dette allemande, il faudrait faire quelque chose. On connaît bien la finesse italienne, ce message n'est pas sans signification. Ça n'est pas désespéré. Le Brexit, Theresa May a réussi à faire adopter par son gouvernement la proposition qui avait été élaborée par la Grande-Bretagne d'un côté et les 27 représentés par Michel Barnier de l'autre. Ce sera un Brexit assez soft, pas hard Brexit. Bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle qu'on n'aille pas vers une rupture. Moi, j'ai toujours pensé, enfin, c'est pas fini, hein. Le rendez-vous à Hockey Choral, c'est à Westminster. Bon, mais j'ai toujours pensé que c'était très difficile parce que intellectuellement, la meilleure solution, c'est celle qui est éloigner le moins le Royaume-Uni de la situation antérieure. Mais politiquement, c'est complètement idiot pour les Britanniques, puisqu'ils étaient, pour parler le langage qu'on emploie à Bruxelles, ils étaient jusqu'à présent lawmakers, ils faisaient la loi européenne, et maintenant ils sont law-takers, ils prennent la loi qu'on fait pour eux. Et c'est un très mauvais exemple. Ça veut dire qu'on peut
un pays pourra sortir non, c'est de pas façon un peu soft. C'est pas un mauvais exemple. C'est un exemple dans lequel vous subissez les mêmes contraintes qu'avant et vous cessez de participer à l'élaboration des textes. Pour le Royaume-Uni, c'est vraiment la situation. Je me rappelle quand de Gaulle avait refusé à Macmillan l'entrée dans le Royaume-Uni, dans l'Union, dans le marché commun, il avait proposé l'association. Et les Britanniques avaient répondu avec hauteur, pas question qu'on soit des membres diminués, qu'on ne participe pas à part entière aux activités du marché commun. C'est ce vers quoi ils s'orientent actuellement. C'est pas très malin pour eux. Ils iront. En tout cas, ce n'est pas forcément glorieux. Un mot sur Michel Barnier. Il a conduit avec succès, semble-t-il, les négociations. Il est libre pour prendre la tête de liste d'un parti aux élections européennes. Écoutez, moi, je crois d'abord que je suis content parce que le système dit du Spitzenkandidat, c'est-à-dire d'un candidat désigné par les partis, semble abandonné. Ça empêcherait Michel Barnier actuellement d'être candidat. Je crois que Michel Barnier a acquis dans cette affaire une stature vraiment impressionnante. C'est une Europe qui affirme sa cohésion, dont il est le symbole, qui affirme sa volonté, qui est quand même assez modelée non pas par les intérêts français, mais par une certaine idée française de l'Europe. Je pense que ce serait un excellent candidat. Barnier, candidat à la... ça, il faut le voir. Vous souhaitez qu'il soit le patron de la Commission européenne? Je trouve que je ne souhaite pas. Lui, je crois que ce serait un très bon choix pour la Commission européenne. Et c'est à lui et aux autres, aux chefs d'État de décider, et au Parlement européen. C'est dit. Merci Jean-Luc Bourlange.